Misogi a disparu. Sur le moment, à l'ouverture de l'enveloppe et en voyant ce qu'elle contenait, je m'étais dit que c'était juste une mauvaise blague de sa part. Mais après plusieurs jours à ne pas le voir revenir, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. J'ai contacté l'Aegis, l'organisation qui a accepté de protéger le lieu où étaient gardées mes archives, et leur ai fait part de mes inquiétudes. Quoi? Juste pour apprendre qu'ils étaient déjà au courant de la disparition de Misogi, car depuis maintenant 2 mois, ils n'arrivaient plus à localiser sa position. Commandant? C'est alors que j'ai compris à quel point la situation était grave. Si même l'Aegis, malgré tous les moyens qu'elle possède, n'arrivait pas à retrouver la trace d'une personne qui lui est associée, c'est que le responsable devait au moins avoir le même niveau de ressources à leur disposition. Pourtant, il me restait un espoir. L'une de mes connaissances avait pas mal de connexions dans le milieu underground. Du coup, je lui ai demandé si l'un de ses collaborateurs pouvait venir s'occuper de mon cas. Pilgrim, j'ai besoin de ton aide. Après ça, bien sûr, je lui devrais un service, mais peu importe. Je ne suis plus à ça près. J'ai exactement la personne qu'il te faut. Je vous mets en contact. Il m'a alors donné le nom d'un type en qui il avait toute confiance, en m'assurant qu'il allait pouvoir faire quelque chose pour moi. À présent, je compte les heures en attendant que cette personne arrive et ne frappe à ma porte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'El Manga des archives de Val. Et aujourd'hui, l'heure n'est pas à la rigolade. Misogi a disparu, impossible de le retrouver, et bien évidemment, le type qui est censé venir m'aider à le chercher prend bien son temps pour arriver ici. Du coup, histoire de me changer les idées, je vais vous parler d'une petite œuvre dont le titre risque de me faire passer pour un élitiste tant il n'a pas été mainstream. Aujourd'hui, on ressort le dossier Kaitai Shinsho Zero. Sorti de la plume de l'auteur Chiyo Kenmotsu entre 2010 et 2013, Kaitai Shinsho Zero est un manga en 8 tomes dont les 69 chapitres ont été prépubliés dans le WS Sunday. Malheureusement, il n'a pas eu droit à une adaptation animée, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient entendu parler de lui. En revanche, il a bien été édité en France, mais par les éditions Panini. Ouais, il a vraiment pas été aidé quoi. L'histoire de Kaitai Shinsho Zero se passe dans un Japon médiéval à demi fictif où existent des biomas, sortes de démons qui, lorsqu'ils possèdent une personne, se dissimulent sous la forme de simples blessures ou maladies, le temps de prendre totalement le contrôle de leur hôte, et dont le but final est de tuer un maximum de monde. Ces créatures sont traquées et combattues par les médecins de Londres, une organisation dont les membres sont capables d'utiliser les pouvoirs des Kaitai Shinsho, livres magiques contenant une description de chaque bioma, ainsi que les instructions et instruments nécessaires à leur suppression. Et dans ce contexte, nous suivons les aventures de Sotaro Narutaki et de Momo Izumo, médecins de Londres itinérants partis à la recherche du tout premier Kaitai Shinsho jamais écrit, surnommé l'édition 0, car contrairement aux autres éditions, elle seule est réputée capable d'éradiquer les biomas de manière définitive. Et que dire de ce manga ? Est-il bien? Est-il mauvais? Doit-il être considéré comme une perle de la littérature manga ou au contraire comme une honte de celle-ci? Eh bien pour être honnête, il n'est ni l'un ni l'autre. D'un côté, il n'est pas du tout chiant à lire, je veux dire, l'histoire va toujours de l'avant, le dessin n'est pas moche, le comique est souvent présent, mais de l'autre, mon dieu que ce manga est banal. Il n'a aucun défaut assez gros pour nous faire arrêter la lecture, mais il ne contient non plus aucun aspect suffisamment génial qui nous rendrait avides de le lire. En fait, K0 remplit le strict minimum de ce que l'on peut attendre d'une œuvre de sa taille. Parce que faut être honnête, en 69 chapitres, t'as pas vraiment le temps de créer un univers ultra riche avec une foultitude de personnages aux multiples facettes. Pour le coup, après avoir lu K0, je me dis qu'au final, Lotte no Mocha a bien mieux réussi que lui sur ces plans-là, quand bien même il est 2 chapitres de moins à son compteur. Au niveau des personnages, dans LNO, même si l'histoire tourne surtout autour de Naoya, Lotte et Asuha, les autres personnages ont eux aussi un background bien à eux, ce qui les rend plus ou moins indépendants des 3 protagonistes. Alors que dans K0, l'intégralité des personnages secondaires ne servent qu'à mettre en avant Momo et Sotaro. Limite, je les imaginais agiter des pancartes avec écrit dessus « Sotaro hagar tout le monde en mode easy ». Parce que c'est le cas. Et c'est pas le pire. Sur une quinzaine de personnages secondaires nommés, seulement 4 disposent d'un semblant de background. Tous les autres ne sont que des archétypes servant à remplir des cases. Le mentor de Sotaro existe parce qu'il faut bien un mentor au protagoniste. Goroku et son professeur existent parce qu'il faut bien des mecs qui aient des infos sur le plot device de l'histoire. Et les méchants existent parce qu'il faut des méchants. Et attention, je parle pas des biomas là, je parle de vrais antagonistes qui ont un vrai objectif en tête, aussi peu original qu'il soit. Mais cette banalité, elle ne se ressent pas que dans les personnages, elle se ressent aussi dans la structure de l'histoire. Un objet légendaire existe, tout le monde, gentil comme méchant, cherche à se le procurer pour diverses raisons, la route des gentils et celle des méchants finissent par se croiser, un des groupes réussit à trouver l'objet mais se bat quand même une dernière fois contre le groupe adverse, et on termine sur la victoire plus ou moins facile des gentils, puis rideau de fin.
Cette structure en elle-même n'a rien de mauvais, elle peut être retrouvée dans plein d'autres œuvres, ce n'est qu'une base. Mais là où l'auteur doit nous montrer son talent, c'est justement dans son utilisation de cette base, comment il va l'adapter à son propre style pour créer une histoire unique et mémorable. Par exemple, on retrouve cette structure dans Dick Grayman où les exorcistes recherchent le cœur précieux, l'ultime innocence qui leur permettra de vaincre le clan des Noah, mais de leur côté, les Noah le recherchent aussi pour le détruire, ce qui assurera leur survie et donc leur domination. Pareil dans Rêve, où Haru doit réunir les 5 fragments de Rêve afin de détruire les Darkbrings de manière définitive, tandis que si Rushia de son côté réunit les 5 Darkbrings mères, il ne sera plus qu'à 2 doigts d'atteindre son objectif qui est de détruire le monde. Le problème de K0 en revanche, c'est qu'il reste cramponné à cette structure de base. Il n'y a aucune étincelle d'originalité du style changement d'objectif pour un temps, ni même un simple mais tant soit peu efficace, les méchants sont méchants pour une bonne raison. Dans Rêve, si Rushia veut détruire le monde, c'est d'abord parce qu'il a été jeté en prison dès l'enfance sous prétexte que son père était un criminel. Alors évidemment, il veut se venger de ce monde qui l'a condamné sans aucune réelle raison valable. Dans K0, les méchants veulent juste annihiler la population faible et régner sur les survivants. Donc niveau prise de risque dans le scénario, on repassera. Cela dit, je suis prêt à reconnaître 2 qualités à Kaitai Shinsho 0, et la première d'entre elles concerne ce dont s'est inspiré l'auteur, à savoir la version réelle du Kaitai Shinsho. Car oui, le terme Kaitai Shinsho n'a pas été inventé uniquement pour ce manga, il existait déjà bien avant lui pour désigner un vrai livre médical. Le Kaitai Shinsho, que l'on peut traduire par Nouveau traité d'anatomie, n'est ni plus ni moins que le tout premier document occidental à avoir été traduit en japonais. Il s'agit d'un recueil de 4 volumes, traduit du néerlandais par plusieurs étudiants en médecine occidentale, dont le plus connu se nommait Genpaku Sugita, qui fut publié pour la première fois en 1774. Le but de cette traduction visait à remplacer les vieux manuels d'anatomie d'origine chinoise, car Sugita s'était rendu compte que les connaissances occidentales étaient beaucoup plus précises, notamment au niveau des schémas descriptifs. Je sais pas vous, mais moi je trouve cette inspiration complètement épique. Reprenons le nom du tout premier texte médical occidental traduit en japonais et créer à partir de celui-ci une histoire fantastique traitant également de médecine, c'était vraiment une idée de génie. C'est un peu comme si un auteur occidental s'était inspiré des travaux de Louis Pasteur, pionnier de la microbiologie, pour créer une histoire où des médecins / magiciens se battent contre des microbes. Franchement, moi, j'applaudis Chio Kenmotsu pour une telle utilisation de la culture générale de son pays. Mais bon, vous savez quoi? Cette source d'inspiration n'est rien à côté de la deuxième qualité de K0. Car au final, tout aussi intéressante que cette anecdote puisse être, ça reste une anecdote de création qui n'améliore pas le niveau de l'histoire en elle-même. En revanche, la deuxième qualité de K0 est un vrai diamant. Un unique diamant noyé dans la masse de zircon que sont tous les autres côtés banals de ce manga. Ce diamant, c'est la complémentarité des 2 protagonistes, Sotaro et Momo. En général, quand le rôle de protagoniste est tenu par un duo, on s'attend à ce qu'ils soient complémentaires, que ce soit dans leurs qualités et leurs défauts, dans leur apparence et dans leur personnalité. Un très bon exemple qui parlera à tout le monde, les frères Elric dans Fullmetal Alchemist. D'un côté on a Edward, avec un corps humain et toutes les faiblesses physiques que ça implique, notamment la fatigue et la possibilité d'être blessé, une petite taille, un caractère bien trempé et une capacité à utiliser l'alchimie instantanément en tapant des mains. Tandis que de l'autre, on a Alphonse avec son âme piégée dans une grande armure, donc quasiment invulnérable physiquement et relativement infatigable, une personnalité un peu plus calme et par contre la nécessité de tracer un cercle de transmutation pour alchimiser. Et bien si je vous disais que Sotaro et Momo vont encore plus loin dans cette notion de complémentarité, je pense même qu'on pourrait parler de quasi-symbiose à ce niveau-là. On retrouve bien sûr les différences de caractère, de taille, de puissance physique pure, même si pour cette dernière ça tient plus du ressort comique qu'autre chose. On rajoute la parité au sein du duo, mais là où on peut vraiment parler de complémentarité quasi symbiotique, c'est quand on se rend compte que Sotaro et Momo sont incapables de vaincre les biomas s'ils ne sont pas ensemble pour les combattre. Le duo Edouard et Alphonse, aussi équilibré qu'il soit, ne devient pas impuissant même si les 2 frères se séparent. L'un comme l'autre sont capables de se battre tout seuls, ils n'ont pas forcément besoin de leur frère pour se débrouiller. Tandis que dans K0, Sotaro est pour une raison spoilante incapable d'invoquer les pouvoirs du Kaitai Shinsho par lui-même, quand bien même il en connaît chaque page par cœur et en maîtrise tous les instruments à la perfection. Alors que Momo, elle, en est capable, mais n'en a pas une connaissance suffisamment poussée pour l'exploiter par elle-même, ne serait-ce que de manière décente. C'est pourquoi elle a besoin que Sotaro lui dise à quelle page ouvrir le bouquin en fonction du bioma qu'ils affrontent. Et franchement, je trouve ça très bien, cette idée de rendre les protagonistes indispensables l'un envers l'autre. Surtout en ce qui concerne Momo, parce que même si au final c'est Sotaro qui pète la classe en dégommant des biomas, et ben retirez-lui Momo et il se retrouve comme un con devant un truc qu'il est incapable de détruire seul. Par conséquent, Momo échappe au cruel sort que son apparence lui aurait fait subir de prime abord, le rôle de potiche inutile qui sert juste à remplir le quota de personnages féminins, et pire encore, le quota de matériel à fanservice. Et nous voici arrivés à la fin de cette analyse, donc laissez-moi résumer ma conclusion sur Kaitai Shinsho 0. Imaginons que tous les mangas existants soient des rédactions faites dans le cadre d'un contrôle de français et qu'il faille leur donner à chacun une appréciation. Certains obtiendront les mentions très bien voire excellent, certains se contenteront d'un très bon début mais la fin laisse un peu à désirer, et certains autres encore se ramasseront un terrible insuffisant, vous n'avez pas assez révisé. Quant à Kaitai Shinsho 0, tout ce dont il hériterait serait un simple vu.
Parce que malgré une inspiration pour le moins originale et un traitement assez audacieux des deux protagonistes, son histoire ne reste que trop banale. Je ne considère pas la banalité comme un défaut personnellement. Quitte à choisir, je préfère une histoire stéréotypée mais qui sait où elle va avec un rythme bien accordé, plutôt qu'une histoire originale mais remplie d'incohérences et trop hâtive ou trop lente. Certains d'entre vous pourraient néanmoins se demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de K0 alors qu'il existe plein d'autres mangas bien plus intéressants et ou de meilleure facture que lui. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il ne m'a pas fait ressentir l'envie de le dropper. L'histoire, malgré sa banalité, m'a suffisamment emporté pour que j'en termine la lecture. Et je pense que si un manga, aussi plat soit-il, arrive à conserver l'intérêt du lecteur jusqu'à sa fin, alors il mérite au moins un petit quart d'heure de gloire en étant le sujet d'une critique. Par conséquent, si jamais d'aventure il vous arrive de lire Katai Shinsho Zero, ne vous attendez pas à en prendre plein les yeux, ça c'est clair, mais appréciez-le tout simplement comme le petit manga sans prétention qu'il est. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez la chanson, le bouton j'aime apprécier si vous estimez que la vidéo le mérite, le commentaire à écrire si vous voulez me faire part de quoi que ce soit, le partage à faire si parmi vos connaissances certaines pourraient être intéressées par cette vidéo, l'abonnement à confirmer pour être prévenu de l'arrivée des vidéos futures et bien évidemment le lien vers la chiffre précédente à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, chers amis, laissez-moi vous dire à la prochaine. Je présume que vous êtes la personne que m'a recommandé Pilgrim. Vous présumez bien. Permettez-moi de me présenter. Joachim Joestar, pour vous servir.